bonjour à tous et toutes et à ceux qui nous ont rejoints là depuis une petite minute. Donc, bienvenue à cet atelier qui fait partie d'un cycle de webinaires qui s'appelle les rendez-vous, enfin qu'on a appelé les rendez-vous de l'éco-conception. C'est un atelier de sensibilisation à l'approvisionnement durable des matières premières. Donc, on est ensemble pour une petite heure jusqu'à 10h30. Donc c'est un atelier qui est organisé par Refashion et animé, donc qui est représenté aujourd'hui par Adèle Routhiot, qui est responsable éco-conception chez Refashion. Je suis aussi accompagnée de Marie-Emmanuelle Demour, qui travaille chez Balzac Paris, et de Blandine Renaud et moi-même, donc Clotilde Champetier. Je suis responsable du pôle économie circulaire chez Auré. Blandine travaille aussi avec moi chez Auré, et on accompagne Refashion dans l'élaboration et l'animation de cette plateforme éco-design. Et c'est dans ce cadre qu'on a créé ces rendez-vous de l'éco-conception qui nous rassemblent tous aujourd'hui. Donc pour cet atelier, on a 4 objectifs principaux qui sont les suivants. D'abord, semer une première graine. Donc on a vu dans le chat qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément très sensibilisées encore ou très aguerries à l'éco-conception ou même de façon plus générale à cette vaste question qu'est la mode durable. Donc là, l'idée, c'est vraiment que c'est un atelier qui est accessible à tous et toutes, quels que soient les niveaux. Donc on a vraiment cet objectif de juste vous initier à ces sujets. Ensuite, on est vraiment très content d'accueillir Marie-Emmanuelle aujourd'hui parce qu'on pense que la démarche qui a été menée chez Balzac Paris est inspirante. Donc l'idée, c'est de vous inspirer par l'exemple grâce à ce témoignage qu'elle va nous fournir en deuxième partie de cet atelier. Ensuite, on espère vous donner quelques clés sur par où commencer, vous donner des premières pistes de solutions. On va vous donner pas mal de références et d'articles et de choses à aller chercher. Donc là, l'idée, c'est en une heure juste de vous dire, vous pouvez aller fouiller par ici ou par là. Et ensuite, ce sera à vous de faire le travail. Et enfin, voilà, vous donner l'impression, et donc c'est un peu lié, mais vous donner l'impression de vous donner une première initiation sur ce sujet, en sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup plus à découvrir, notamment sur cette plateforme éco-design qu'on vous présentera en fin d'atelier. Donc si je reprends juste l'ordre du jour dans le bon sens, on va commencer tout de suite par un petit quiz. Qui, au-delà des questions qu'on va vous poser, va aussi nous permettre de tester un peu votre niveau, mais aussi d'avoir de l'interactivité malgré le fait que vous soyez très nombreux, et surtout de vous faire passer des informations, des documents, un peu plus de contenu. Ensuite, on aura l'intervention de Marie-Emmanuelle Demour, et on vous présentera en fin d'atelier rapidement la plateforme éco-design. Voilà. Si il n'y a pas de questions particulières à ce stade, on va pouvoir passer au quiz. Donc, avec ma première question, qui est la suivante. Donc, juste pour précision, je vais vous poser la question et en fait, on va vous envoyer, vous allez voir, ça va s'afficher tout seul, la question, et donc vous aurez la possibilité de cocher entre ces trois options. Donc, en fait, a priori, vous n'avez rien à faire. Donc, en 2019, quel était le volume de TLC mis sur le marché français? Donc, TLC, pour précision, c'est textile, linge de maison et chaussures. Donc, sur le marché français. Est-ce que vous pensez que c'était 100 000 tonnes de pièces? Est-ce que vous pensez que c'était 427 000 tonnes de pièces? Ou alors 648 000 tonnes de pièces? Adèle, je te laisse lancer le sondage. Super. Donc, moi, je le vois. Allez, vous pouvez répondre. OK. Donc, on a bien le résultat qui est affiché avec 57% de répondants qui pensent qu'il y a 648 000 tonnes de pièces qui ont été distribuées mis sur le marché. Effectivement, Blandine, tu peux passer à la slide suivante. Donc, c'est effectivement cette réponse qui était correcte. Ça correspond à 2,8 milliards de pièces. Donc, ce qui est important de savoir et ce qui est particulièrement alertant, c'est que ce nombre il a augmenté de 21% entre 2009 et 2019. Pour précision, la répartition, en termes si on regarde les tonnages, la répartition entre textile, linge de maison et chaussures, on a 427 000 tonnes de pièces qui sont pour le textile d'habillement, donc c'est vraiment cette catégorie-là qui est majoritairement responsable de ce tonnage.
qui est suivi par le linge de maison avec 121 000 tonnes de pièces, puis les chaussures, 100 000 tonnes de pièces. Voilà. On peut passer à la question 2. Donc, à l'échelle mondiale, l'industrie de la mode est responsable de 2106 millions de tonnes équivalent CO2 en 2018. Quelle est selon vous la part qui est due à la production de matières premières? Est-ce que c'est 15%? Est-ce que c'est 20%? Ou est-ce que c'est 38%? Donc on a 63% d'entre vous qui pensaient que c'était 38%. Vous aviez effectivement raison aussi. Donc c'est bien la part de production qui est, c'est bien la part qui est responsable des émissions de matières premières, de gaz à effet de serre dans l'industrie de la mode. Parmi ces émissions de l'industrie de la mode, plus de 70% proviennent de la phase amont, donc d'où l'importance de vous amener ce thème aujourd'hui. Pour rappel, l'industrie de la mode dans le monde est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est l'équivalent des émissions annuelles combinées de la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc, on vous rappelle aussi ça pour vous dire que c'est vraiment essentiel de s'atteler à réduire ces émissions. Et pour ça, on voulait aussi vous indiquer un rapport qui a été publié fin 2020 par le Global Fashion Agenda et McKinsey, un rapport qui s'appelle Fashion and Climate et qui montre que des actions peuvent être mises en œuvre à chaque étape du cycle de vie, par chaque partie prenante. Et ce rapport, il vise à démontrer comment l'industrie de la mode peut réduire les émissions de manière efficace et réaliste et travailler à la réalisation des accords de Paris. Donc, vous avez là sur la slide différentes actions, différents pans de ces actions de la décarbonation. Donc, sur la matière première, sur les procédés appliqués aux matériaux, sur les déchets de production et de fabrication et sur la fabrication de tissus. Tout ça, c'est des actions. C'est un rapport qui est extrêmement complet. On va vous mettre le lien dans le chat si ce n'est pas encore fait. On vous invite vraiment à le consulter parce que voilà, il permet vraiment, il y a énormément d'analyses et de schémas qui permettent de comprendre d'où ça vient et qui du coup indiquent comment agir et comment sur quoi se focaliser pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Là, on vous a donné des indications très macro et très superficielles. Encore une fois, notre idée, c'était surtout de vous dire, allez regarder ce rapport, c'est là que vous trouverez toutes les informations pour pouvoir aller plus loin. Je vais donc passer à la troisième question. Donc, il y a une expérimentation en cours depuis février 2020 sur l'affichage environnemental ou environnemental et social. Combien de temps, selon vous, dure cette expérimentation? Est-ce qu'elle dure 12 mois, 18 mois ou 24 mois? Ok, donc on a une majorité de personnes qui pensent, 50% de personnes qui pensent que cette expérimentation dure 18 mois. C'est bon signe parce que c'est effectivement la bonne réponse et ça veut dire que peut-être que vous connaissez cette expérimentation, donc ce qui est en soi plutôt une bonne nouvelle. Donc juste pour celles et ceux qui ne seraient pas tout à fait encore informés, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire a été promulguée le 10 février 2020. Elle instaure officiellement ce dispositif d'affichage et elle est à l'origine de l'expérimentation. Cette expérimentation, elle sera suivie d'un bilan qui sera transmis au Parlement. Donc, ce bilan, il comprendra d'une part une étude de faisabilité, mais aussi une évaluation socio-économique. Et sur cette base, il y aura un décret qui définira la méthodologie et les modalités d'affichage environnemental qui pourront être rendues obligatoires pour le secteur textile d'habillement, en priorité. À ce sujet, on voulait vous indiquer, donc cette question, elle avait principalement pour but de vous amener sur la loi AGEC, parce que ça nous semble essentiel et on s'est rendu compte, on sait que les entreprises ne sont pas encore complètement toutes au fait de cette loi et des impacts que ça va avoir pour vos activités. Et on voulait vous indiquer deux ressources qui nous ont semblé particulièrement bien faites sur
l'implication de cette loi sur le secteur des TLC. Donc, il y a une première ressource qui est, Blandine, tu peux passer à la slide suivante. Donc, il y a une première ressource qui a été faite par l'Institut national de l'économie circulaire, donc, qui a fait notamment ces infographies qu'on est en train de vous présenter. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là des infographies et de ce qu'on vous y présente, mais simplement pour vous montrer, on vous a montré des images pour vous dire que c'est très visuel. C'est tout à fait simplifié, mais enfin synthétisé, simplifié dans le bon sens du terme, et donc synthétisé. Et donc, on vous met le lien dans le chat également de ce rapport, enfin de ces infographies et de cette étude de l'Institut national de l'économie circulaire. Et en parallèle, ReFashion a également produit un document sur cette même thématique et que je vous invite, qui est évidemment extrêmement bien fait aussi et que je vous invite à découvrir. Voilà pour notre quiz et notre petite introduction. J'ai vu qu'il y avait des questions. On va prendre peut-être toutes les questions à la fin, sachant qu'en termes de méthodo, enfin, j'ai vu notamment passer une question sur la méthodo de calcul des chiffres. Tout va être synthétisé dans le Global Fashion, enfin dans le rapport de Fashion and Climate. Mais voilà, je vais prendre un petit temps pour prendre toutes les questions, enfin toutes les réponses à la fin. On va plutôt laisser la parole à Marie-Emmanuelle pour qu'elle puisse avoir le temps de vous dire tout ce qu'elle a envie de vous partager, sachant que, juste pour que vous vous situiez dans le temps, on a prévu une présentation qui durerait autour de 15 minutes et ensuite vous aurez un temps pour poser toutes vos questions. Et pour ça, on va vous inviter à plutôt vous poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et donc, pas forcément dans le chat, ça va nous permettre de un petit peu mieux organiser les réponses. Donc, quand vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à la poser dans la partie questions et réponses et non pas dans le chat. Voilà. Je vais laisser la parole donc à Marie-Emmanuelle, qui, pour rappel, est directrice de produits et RSE chez Balzac depuis 2 ans. Marie-Emmanuelle, vous mettez votre expertise technique et de terrain dans le domaine de la mode et du design au service de l'écologie dans une démarche d'innovation. Chez Balzac, vous êtes chargée de la RSE, du management de l'équipe, donc 15 personnes, de la définition de l'offre, des achats et du sourcing éthique, écologique et traçable, de la qualité et en particulier du management de la qualité des matières premières jusqu'à la confection dans une logique de durabilité des produits. Donc là, le retour d'expérience qu'on a construit ensemble, il vise à partager des méthodes, comme je vous l'ai dit en introduction, pour aider celles et ceux qui souhaitent s'engager dans la transition. Marie-Emmanuelle, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Clotilde. Écoutez, déjà, je suis très contente de témoigner aujourd'hui sur les approvisionnements durables. Je vais j'ai regardé un petit peu la liste des participants. Je pense que si vous êtes, je me suis posé la question de savoir pourquoi vous étiez ici. Je pense que si vous êtes là déjà, c'est que vous cherchez des clés pour améliorer votre sourcing. À la fois, le concept de durabilité, en fait, ça touche énormément d'impact, à la fois éthique et écologique. Et je pense aussi que si vous êtes là, c'est que vous avez à la fois envie de faire bouger les lignes de ce secteur et que vous êtes comme moi, vous êtes un peu passionné et vous prend aux tripes. Donc, je vais essayer de vous délivrer quelques clés et j'aurai plaisir à répondre à vos questions après cette intervention. Mon premier point, ça va être de dire déjà que en fait, les approvisionnements durables, ça touche énormément d'impact. L'industrie du textile, c'est une des rares industries qui touche tous les impacts, que ce soit des impacts humains, on parle du bien-être animal, on a parlé avant beaucoup du carbone, mais le carbone, c'est un impact. On a l'eau, les forêts, les sols, les écosystèmes marins. Il y a énormément d'impacts différents. On a aussi une chaîne de valeur qui est très longue par rapport à d'autres industries, où à chaque étape, on a des impacts qui s'additionnent. Donc, en fait, on a une grande complexité pour essayer d'aller vers des approvisionnements plus durables. Et en parallèle de ça, pendant des années, on a une industrie qui a voulu aller toujours plus vite, la volonté de faire plus vite et à moindre coût. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour beaucoup de nos industries, on s'est intermédié et puis on a perdu nos connaissances. Donc, face à ça, il y a pas mal de clés, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. La première, je vais aborder 3 points principaux. Le premier point, c'est vraiment sur
sur vous, ce qu'il faut travailler sur vous pour attaquer ça. Le deuxième point, c'est votre méthode de travail. Et ensuite, pensez aussi avec les clients, puisque en formant et en accompagnant les clients, ils vont aussi vous aider à aller plus loin et à définir mieux votre approche. La première chose, c'est que pour dialoguer avec tous ceux qui réalisent vos vêtements, que ce soit des confectionneurs, des tisseurs, des filateurs, des fournisseurs de matières premières, il va falloir se former. Il va falloir avoir un socle très conséquent de connaissances techniques. Il y a plusieurs choses. Il y a soit vous avez la chance d'avoir une formation, vous pouvez en prendre d'autres, mais il y a d'autres choses qui existent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de partenariats entre les marques. Il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels, soit directement prendre des contacts, mais aussi il existe beaucoup maintenant de groupes de travail, que ce soit encadré par l'ADEME, mais vous avez aussi pas mal de groupes de travail avec Fashion Green Hub, il y a des initiatives autour du coton. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui vont vous permettre de vous regrouper avec des professionnels sur des sujets qui sont importants pour votre entreprise ou dans le cadre de votre approche. Parce que clairement, vous allez avoir besoin de vous former pour poser les bonnes questions. Ça me fait penser justement, ce matin, je lisais une intervention dans un futur épisode de Basilic Podcast où en gros, il disait « Malgré l'urgence, on a besoin de temps pour apprendre » et ça, c'est la première chose. Prenez le temps de vous former pour poser les bonnes questions parce que sinon, vous allez vous perdre dans le sujet. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Le deuxième point, c'est de prendre une posture apprenante. Il y a tellement d'éléments dans le textile. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de dire à un fabricant ou à un fournisseur, je sais pas, pour deux choses. Déjà parce que vous allez apprendre et deuxième chose, vous allez voir les gens qui ne répondent pas à vos questions. Si les gens ne savent pas répondre à votre question, va falloir vous faciliter la vie parce que vous allez en avoir beaucoup des questions et les personnes qui ne savent pas répondre, ça va vous freiner dans votre approche. Donc, ça va vous permettre aussi de faire le tri sur les personnes qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Nous, on l'a fait beaucoup chez Balzac. On a commencé quand on a voulu attaquer de manière assez active ces sujets. On est allé faire tous les salons de matières premières déjà pour remonter la filière, repartir des matières premières et on a fait tous les stands, on a posé toutes les questions, on s'est pris pas mal de portes. Mais en fait, finalement, on nous a rappelé après, puisqu'en fait, même si les gens au début n'avaient pas les réponses, le fait qu'on pose des questions, d'autres personnes se les sont posées et sont revenues après vers nous avec un certain nombre de réponses. Et c'est comme ça aussi, ça nous a permis d'avancer. Si vous ne posez pas les questions et que vous ne montrez pas que ces sujets vous intéressent, ça ne va pas vous permettre d'avancer. Vous ne pouvez pas avancer tout seul dans votre coin sur tous ces sujets. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Autre point sur la manière dont vous abordez ça, privilégier l'oral. Alors, c'est assez compliqué en temps de Covid de se déplacer dans les lieux. Maintenant, dès que c'est possible, allez-y. Et de manière générale, privilégier le téléphone, la visio, tout ce qui peut avoir quelque chose un contact, parce qu'en fait, les emails, on en reçoit tous beaucoup, surtout en temps de confinement, et ça vous permettra, je pense, pas vraiment d'avancer efficacement sur ces sujets. Donc ça, c'est le premier point pour attaquer ça, se former, poser des questions et ne pas avoir peur des réponses et des non-réponses qui aussi vont vous aider. Le deuxième point, c'est en long terme, c'est super important d'avoir une méthodologie. Déjà, il faut comprendre, il faut clarifier où est-ce que vous voulez aller en termes d'approvisionnement durable. Comme je vous l'ai dit, ça touche à tous les approvisionnements, donc tous les impacts. Donc, vous êtes peut-être dans une industrie qui aujourd'hui, par exemple, utilise massivement des dérivés de pétrochimie. Vous n'allez pas vous dire tout à coup, non, je veux aller sur que des matières naturelles. Vous êtes peut-être une marque qui privilégie les matières naturelles et les matières cellulosiques, donc vous n'allez pas aller vers des matières plus recyclées, vous allez chercher des matières peut-être plus certifiées ou biologiques. Donc, clarifiez la priorité de votre entreprise. Donc ça, c'est très important pour savoir où est-ce que vous allez aller. Et ensuite, une fois que vous y serez, vous pourrez changer vos priorités et essayer d'évaluer. Ayez des priorités
à court terme. Parce que si vous ne savez pas où vous voulez à court terme, vous allez avoir l'impression d'être sur un tapis de course à courir tout en faisant du surplace. Et alors ça, c'est pas vraiment motivant. Donc ça, c'est vraiment très important. Chez Balzac, à titre d'exemple, pour avancer dans un premier temps, on a choisi de scinder notre approche matière entre les matières à éviter, qui sont tous les dérivés de pétrochimie, qui sont ni biosourcés ni biodégradables. Donc ça, on avait pour objectif de les réduire, et du coup, cette année, on est arrivé à plus que 1%. Ensuite, on avait les matières qui sont naturelles, mais qui ne sont pas biologiques. Elles ont quand même un avantage, c'est d'être biodégradables. Néanmoins, elles ont toujours de l'impact. Donc, c'était finalement notre objectif sur ces matières-là, c'était de les faire labelliser et de les rentrer dans nos matières qu'on a dit TPR, c'est-à-dire des matières sur lesquelles on a eu un impact positif, on a travaillé un impact à un moment de la chaîne de valeur, même à un moment ou à plusieurs moments, notamment pas mal grâce à nous, on a une stratégie qui se pose pas mal sur les labels, puisqu'on a une grande diversité de produits avec beaucoup de chaînes d'approvisionnement, et du coup, les labels nous aident beaucoup à travailler ça. Mais si vous êtes une entreprise qui a relativement peu de produits, vous n'êtes pas du tout obligé de choisir cette typologie. Nous, ça nous a permis d'aller progressivement vers une labellisation de nos matières naturelles, une certification, et de progressivement identifier toutes les matières à éviter et de se mettre un objectif en disant, bah voilà, j'avais X% de polyester conventionnel, par quoi je le remplace. Donc ça, c'est se clarifier ses priorités, se créer des référentiels pour se dire bah, comment je vais avancer, en fait, quelle va être ma méthodologie pour avancer, et pour pouvoir mesurer son avancée, et pour pouvoir bah, en fait, célébrer un peu toutes ces avancées, avoir l'impression bah, qu'on avance. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est clé. Nous, typiquement, une fois qu'on a fait ça, on sait que cette méthodologie d'approche, une fois qu'on est arrivé où on voulait, on va changer notre approche. Chez Balzac, maintenant, on va passer sur une approche plus par saison, alignée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est-à-dire qu'on va centrer notre action sur une saison, par exemple, sur les écosystèmes marins. Ensuite, on va essayer d'avancer plus sur le CO2 pour essayer de cibler les impacts sur une période donnée. Autre point, c'est pas quelque chose de facile. Alors, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Balzac, c'est qu'on célèbre les échecs. À chaque fois que vous n'allez pas y arriver, pensez à célébrer le fait que c'est la dernière fois que vous n'allez pas y arriver. Ça vous donnera un peu de force et un peu de courage la fois d'après pour y arriver, parce que bah, c'est une route qui est compliquée. Et puis, voilà, on est quand même sur des métiers techniques avec beaucoup de contraintes. Chaque échec ne fera que vous donner des pistes pour ne pas les reproduire la fois d'après. Donc, célébrer les échecs, c'est important. Pour vous dire en gros comment ça se traduit cette méthodologie, le fait de se créer des référentiels et d'avoir ces priorités en tête, nous, ça nous a permis par exemple de définir toute une matériothèque éco-responsable. En fonction de nos objectifs, justement d'enlever les matières synthétiques et de certifier nos matières naturelles, et ben, au fur et à mesure, on a adapté, on a une matériothèque de matières qui seront à la fois traçables et durables et qui correspondent pour nos avancées à une certification qu'on a en tête ou à une innovation qu'on a envie de faire entrer qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ne vous laissez, essayez de restreindre quand même un petit peu ça par les matières, parce que sinon c'est à chaque fois plus compliqué de revenir en arrière. Ça va vraiment, je pense, beaucoup vous aider. Et puis c'est d'ailleurs le début d'une démarche d'éco-conception, de partir des matières et de pas laisser la porte ouverte à plein de matériaux qui sont super jolis, qu'on nous met sur notre table, mais qui au final ne vont pas du tout nous aider à progresser sur des approvisionnements durables. Mon dernier point, c'est vraiment de travailler avec les clients. Vos clients, on fabrique pour nos clients. Donc, si nos clients ne sont pas réceptifs ou si ce n'est pas exactement ce qu'ils attendent, ça ne va pas marcher. Et pour que vous puissiez aller plus loin et vous ayez de l'énergie d'aller plus loin, il faut que vos clients comprennent. Et puis, il faut que vous les compreniez. Mon premier exemple, ça va être, par exemple, sur les pulls. Nous, on a des clientes qui adorent les pulls
qui sont soigneusement poilus, qui piquent pas et qui ne peluchent pas. Donc ça a été rendu possible grâce à la magie de l'acrylique, du polyester et du polyamide pendant toutes ces années. Néanmoins, c'est un vrai. Les clientes se sont habituées à la douceur de ces matières synthétiques et c'était assez compliqué pour nous de leur proposer quelque chose de d'éco-responsable. C'était vraiment, par exemple, un cas particulier. Donc là, c'est vraiment quand vous voyez des choses comme ça qui sont très importantes chez vos clientes, cibler ça sur des démarches d'éco-conception. Nous, on est allé créer notre propre fil. On est allé se dire, bon, bah, de toute façon, aujourd'hui, on n'y arrivera pas sans polyamide. Et puis, on a creusé la piste et on est tombé sur du polyamide biodégradable. Et donc, on a fait développer notre propre fil et on a créé avec nos stylistes en fonction de ce fil qu'on avait développé et qui, du coup, conserve toutes les propriétés biosourcées pour la plupart et en tout cas biodégradables, tout en ayant un fil qui soit dufteux, qui ne peluche pas et qui soit doux au porté, puisque nos clients sont, en tout cas chez Balzac, très attentifs au fait que la laine ne gratte pas. Donc ça c'est très important. Écoutez-les, vraiment, épaulez-vous des directions marketing pour essayer d'écouter au maximum vos clients, pour leur proposer exactement ce qui leur convient, puisque c'est que comme ça que vous arriverez à avancer efficacement. L'autre chose, c'est éduquer les clients. On est face à quelque chose de super complexe et tant qu'il n'y a pas vraiment d'affichage environnemental, il va falloir que vous expliquiez à vos clients ce sur quoi vous avancez, comment vous avancez et les freins en fait. Aujourd'hui, on est très habitué avec beaucoup de réseaux sociaux à une certaine transparence. Les clients, ils ont beaucoup de demandes en termes de transparence. La transparence, c'est de dire ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on n'a pas réussi à faire. C'est très important que les clients comprennent. Les clients ne peuvent pas tout comprendre. Et ça, c'est super important dans votre approche. C'est que si vous allez sur des choses qui sont trop techniques, eh ben, ils vont pas comprendre, ils vont pas adhérer et ça va pas vous faire avancer. Donc, parfois, il y a des choses, vous allez les faire avancer derrière, mais c'est pas des choses qui vont pouvoir être communiquées. Nous, par exemple, on essaie aussi, pour communiquer sur ces avancées-là, d'avoir un projet qui porte à chaque fois chaque engagement. Par exemple, on essaie d'essayer de rendre un maximum de laine qui respecte le bien-être animal et qui soit sur une démarche locale. Ça, c'est assez complexe à expliquer à des clients. Et du coup, on va plutôt mettre en avant un engagement, par exemple, dans le collectif tricolore de la laine française, qui va nous permettre de manière plus facile de porter cet engagement et de l'expliquer. Donc vraiment, voilà, avec les clients, c'est important de partir des contraintes que vont vous donner les clients et d'essayer de les faire avancer avec vous pour porter votre démarche. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus difficile quand on a porté un super projet, mais qu'en fait, les clients, ils ne comprennent pas du tout et qu'on ne rencontre pas de succès commercial, c'est un peu démotivant. Donc, engagez le marketing avec vous dès le début pour essayer de communiquer au mieux sur ces sujets-là et porter vos succès parce que ça, c'est quand même super important. En conclusion, je pense que vous l'aurez compris, c'est quand même des chaînes de valeur assez conséquentes. Essayez de travailler. Alors, nous, on a la chance chez Balzac de travailler beaucoup en façon. En tout cas, quand on est sur des produits finis, on travaille systématiquement en co-traitance. C'est pas parce que vous travaillez en négoce que vous n'avez pas le droit de poser toutes les questions. Et essayer de remonter et d'aller contacter directement les chaînes d'approvisionnement. Quand ça marche pas pour remonter, partez d'en haut et redescendez. D'un sens, dans l'autre. Il faut ouvrir des portes pour avoir toutes les questions. À mesure que vous gagnerez en connaissance aussi, en parlant avec tous ces gens-là, vous aurez plus d'impact. Vous aurez plus d'impact, vous aurez plus d'impact dans votre sourcing en termes humains et écologiques, mais vous aurez aussi plus d'impact en termes de marge et je pense que ça, c'est très important. Si vous savez bien parler et que vous connaissez, vous travaillez avec... vous connaissez suffisamment les problématiques de chaque rang, vous verrez que vous allez enlever des intermédiaires qui ne servent à rien et vous gagnerez systématiquement en marge. Ça, je vous le promets et je pense que ça peut être un argument dans pas mal de vos structures. Le deuxième point, c'était conserver une méthode positive et mesurer vos avancées.
pour vraiment pas avoir l'impression de faire du surplace. C'est super important. Et puis, agissez toujours en compréhension de vos clients parce que c'est vraiment on reste quand même une industrie qui a pour but de vendre des produits. Donc, gardez le client au centre de, de vos préoccupations pour avancer avec lui et en fonction de lui. Voilà pour les petits mots que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Emmanuelle. J'en doutais pas du tout quand on a préparé cette intervention, mais vous avez tout à fait rempli le challenge d'être à la fois tout à fait claire, d'avoir une approche très très complète, à la fois technique, commerciale, mais aussi humaine. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'on a eu l'occasion de discuter avec beaucoup de metteurs sur le marché. Et en fait, on sait que c'est effectivement un travail sur le long cours et on n'entend pas souvent en fait ce discours-là. Enfin, moi, je l'ai pas beaucoup entendu de dire célébrez vos, célébrez vos succès, célébrez aussi vos échecs. C'est normal que ce soit long et je pense que c'est vraiment essentiel en plus de tout ce que vous avez pu partager d'autres. Donc, vraiment merci pour ce témoignage. Il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. Donc, alors, j'en ai vu une sur le coton. Je vais tout de suite. Enfin voilà, je ne sais pas trop si vous avez un point de vue dessus, mais est-ce que vous en avez un sur ce qui se passe en ce moment sur le sujet de l'approvisionnement coton bio? Est-ce que vous avez un avis sur coton BCI par rapport au coton bio? Alors, nous, on a un avis chez Balzac, le coton BCI, on n'y croit pas du tout. Et le coton biologique, il faut qu'il soit certifié. Effectivement, beaucoup de producteurs ont perdu leur certification. Je vous engage à rejoindre une initiative qui s'appelle l'initiative Coton 2040. Il y a un collectif d'entreprises qui travaillent sur le coton, justement, sur comment travailler son approche sur le coton pour justement avoir plus d'éléments sur ces sujets-là, sur tout ce qui se passe. C'est nous, en tout cas chez Balzac, c'est un sujet qu'on regarde de très près. On regarde les alternatives aussi au coton. Puisque le coton a un impact global sur tout, que ce soit le CO2, le sol, les eaux. Donc clairement, c'est un sujet très important. Il faut vraiment regarder cette initiative Coton 2040 et essayer de jouer un maximum sur les certifications. Il faut récupérer les certifications. Il faut récupérer les certificats de transaction et savoir les lire. Donc c'est pas très évident, mais clairement, coton biologique tout seul ne suffit pas. Faut savoir que sur le coton biologique, il y a plus de coton biologique vendu dans le monde qu'il n'en est réellement produit. Donc, gardez les yeux ouverts. D'où l'importance aussi de la formation. Je vois que Adèle, tu voulais prendre la parole aussi pour eFashion, c'est ça? Non, j'ai un. Oui, excuse-moi, juste le temps de rallumer mon micro. Marie-Emmanuelle, si ça vous va, je vois la question ici. La base de données sur laquelle s'appuie l'affichage environnemental est-elle celle de l'ADEME ou de la base de données européenne? Je vais prendre la liberté d'y répondre si ça vous va, Marie-Emmanuelle. Effectivement, dans le cadre de l'expérimentation dont on a parlé dans le quiz tout à l'heure, c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais c'est très bien que la question soit soulevée et qu'on en parle. La base de données européenne est en cours d'élaboration. Donc les travaux ne sont pas pour le moment encore aboutis. Il va falloir encore être un petit peu patient. Donc la base de données aujourd'hui qui fait foi, en tout cas à l'échelle française, c'est effectivement la base de données de l'ADEME, qui est la base Impact. Donc il en existe d'autres. Néanmoins, à des vues de comparativité entre les différents affichages environnementaux que les marques pourraient mener. Nous, chez eFashion, on vous conseille de vous orienter sur la base de données de l'ADEME pour pouvoir avoir le même référentiel de comparaison derrière. Voilà. Je confirme. Évidemment. Il y avait une autre question, je crois, à laquelle vous pouvez répondre, Adèle, qui était sur est-ce que. Ah, pardon, j'ai perdu la question. Oui. Merci, désolée. Je vois laquelle c'est. C'est ce qui est applicable au textile de l'industrie de la mode est-il applicable au textile des autres industries comme la décoration et l'ameublement? Je ne sais pas si Marie-Emmanuelle, vous avez un avis sur la question ou si vous souhaitez que je prenne ce point-là.
C'est comme vous voulez, Adèle, vous pouvez le Ok. prendre. Donc effectivement, le textile est utilisé dans différentes industries. Néanmoins, les enjeux ne sont pas les mêmes puisque les produits derrière ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, la décoration, l'ameublement, on va être sur des produits qui peuvent être complètement différents, hein. Ça peut être d'une nappe à une housse de canapé. Donc vraiment, il y a des écarts assez énormes dans les produits. Sur les matières premières, on va très fréquemment retrouver les mêmes matières premières. Néanmoins, sur les procédés de fabrication, ce sera très différent. Donc, il y a des similitudes comme il y a des différences. Donc, ça va être selon le produit. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il y a plein de questions pour Marie-Emmanuelle. Je vais essayer de sélectionner celles qui concernent le maximum d'entre vous, d'après mon appréciation, qui sera forcément biaisée. Donc, je m'excuse pour celles et ceux dont je ne prends pas les questions. Est-ce que, et on va faire de toute façon le maximum pour y répondre, mais donc la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vos vendeurs sont formés pour porter vos engagements et vos projets en éco-conception, et si oui, comment? Alors, nous, on est un pure player, donc on est uniquement sur Internet, mais effectivement, nous, on mène en interne tous les 6 mois une formation textile auprès de tout le monde, et que ce soit à la comptabilité, à la logistique ou le marketing, tout le monde doit être au courant de nos avancées parce que on avance, comme je vous l'ai dit, grâce à une méthode qui nous permet d'avancer vraiment fortement tous les 6 mois, et les enjeux sont différents. Donc, effectivement, on reforme tout le monde tous les 6 mois. Ok, et donc du coup, il y avait une question complémentaire qui était comment vous vous êtes formé sur toutes ces questions qui sont très très techniques? Alors, Vous avez des recommandations, il y a déjà un bagage scolaire. J'ai la chance d'avoir fait l'Institut français de la mode qui m'a quand même beaucoup aidée. Et puis après, beaucoup de voyages en usine. Okay. Beaucoup de voyages en usine, en salon, et beaucoup de rencontres aussi avec des professionnels qui ouvrent les yeux sur d'autres priorités que les nôtres et qui sont... Ok, donc là, votre réponse sur la formation, c'est vraiment ce que vous partagez en termes de posture apprenante, et ça, c'est super important. C'est-à-dire que c'est effectivement d'avoir cette posture, c'est vraiment ce que vous repartagez en début en disant toujours poser des questions, toujours savoir que c'est trop vaste pour qu'un cerveau humain le sache, donc partager le savoir et toujours poser des questions. On lit beaucoup. Nous, on a en interne chez Balzac des boucles Slack, et on partage. On est beaucoup abonnés il y a plein de newsletters différentes. Okay. N'hésitez pas à les regarder et puis à vous partager entre collègues parce que vous ne pouvez pas tout lire. Est-ce que vous en avez à recommander en particulier ou pas? Alors, sur le cuir, nous, on lit beaucoup Laser Fashion Design, qui est très au fait enfin, voilà. Et puis après... il y en a plusieurs, en fait. Il y en a plusieurs salles des salons, quand même. Il y a pas mal de choses intéressantes. D'accord. J'ai une question sur les études d'impact. Enfin, est-ce que vous avez fait des études d'impact, des analyses de cycle de vie sur vos produits? Comment est-ce que vous analysez Alors, nous, on n'est pas encore formé complètement en ACV. L'étape avant l'ACV, c'est de récupérer toutes les informations à tous les niveaux. Donc, on est sur ça. D'accord. Ok. Ça m'empêche de savoir, nous, ce qu'on a fait quand même avant l'ACV, c'est de faire une map, en gros, de chaque matière selon si elle a un impact fort sur l'eau, sur la déforestation, sur le CO2 ou sur le social. Et du coup, on a fait des codes couleurs qui nous permettent déjà d'avancer avant d'avoir un calcul effectif, mais de savoir que, par exemple, le coton conventionnel a un effet rouge sur la déforestation. Enfin, d'avoir comme ça nous permet quand même déjà d'avancer, de devancer avant de faire des calculs exacts d'ACV. Ok. C'est très clair. Il y avait aussi une question, c'est à 360. Hein. Donc voilà, c'est un exercice assez haut en couleur, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les pays d'approvisionnement avec qui vous travaillez? Alors, ça dépend à quel rang, puisque c'est ça. Nous, au niveau de la confection, 97% de nos références sont fabriquées en Union européenne et 3% sont fabriquées en Tunisie dans une usine qui est labellisée GOTS.
Ensuite, quand on remonte, on essaie d'avoir un maximum d'ennoblisseurs en Europe. Néanmoins, on a pas mal d'innovations. Des innovations qui ne sont pas souvent en Europe, puisqu'on a beaucoup d'innovations qui viennent de Corée, du Japon ou des États-Unis. Ok. Juste en lien avec cette question-là, il y en avait une qui était: est-ce que vous accompagnez vos fournisseurs dans des démarches de certification qui sont très coûteuses? Est-ce que vous avez fait ça? Alors, justement, nous, dans notre approche RSE, on a fait une approche par les parties prenantes. On a interrogé toutes nos parties prenantes et parmi ceux-là, nos partenaires fabricants et fournisseurs qui nous ont vraiment manifesté le besoin d'être accompagnés sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a développé un outil de notation de toute façon de nos fabricants dans lequel on a inséré une partie écologique et sociale pour essayer de voir comment on peut les accompagner, parce qu'en fait, il y en a certains qui ont besoin d'être accompagnés d'un point de vue écologique et d'autres qui ont besoin d'être accompagnés d'un point de vue social ou bien-être des employés. Donc déjà, il faut identifier quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'on a en face. Est-ce que c'est un audit BSCI? Est-ce que c'est un Worker Voice pour le bien-être? Ou est-ce que c'est des certifications qui vont les aider sur la gestion environnementale? Et le fait de voir un peu tout ça nous permet, dans notre parc fabricant, d'identifier tout de suite ce qui est possible aussi de reproduire. Puisque pour les fabricants, c'est tout de suite très difficile, c'est tout de suite très coûteux, mais il y a peut-être des solutions qui existent déjà dans votre parc fabricant et qui suffira en tout cas, qui peuvent être reproductibles. Il y a des certifications qui coûtent trop cher pour des petites usines, mais du coup, vous pouvez requalifier. Nous, par exemple, notre fournisseur de t-shirts, il est trop petit pour payer une certification GOTS. Du coup, on va travailler avec lui plus sur des certifications type Ecotex et des matériaux recyclés. Ok. Donc ça répond à une des questions qui était posée. Donc c'est parfait. C'était 2 questions en une. Je vais en prendre encore une ou 2. Bon, encore une fois, sentez-vous très libre de passer la question. Est-ce que vous arrivez à tracer que votre coton ne vient pas des camps de travail des Ouïghours en Chine? Est-ce que c'est votre responsabilité par rapport à ça? Alors nous, on a posé toutes les questions. Aujourd'hui, notre coton est 100% indien. Donc pour le moment, c'est ça. La manière dont on a choisi aussi, c'est d'aller vers du coton certifié. Aujourd'hui, on a 40 j'ai plus le chiffre exact, entre 41 et 46% de notre coton qui est certifié. Du coup, on peut certifier qui provient pas de cette zone-là. On a posé toutes les questions. Normalement, on n'est pas concerné. Après, tant que tout n'est pas 100% certifié, je pense que personne ne peut être malheureusement complètement sûr. On est sur la bonne voie. Super, merci. Alors, est-ce que vous avez un avis sur l'évolution de l'impact du CO2, du chanvre et du lin de l'ADEME? Alors, le chanvre et le lin, c'est des questions d'ACV disponibles. C'est des calculs, peut-être que ça dépend. En fait, chaque confédération va faire l'ACV de sa matière. Et effectivement, je sais qu'en Europe, compte tenu de la densité de population, l'impact du lin européen était censé être plus polluant que le lin américain. Donc ça, c'est des problématiques d'ACV disponibles. Si je peux me permettre de rapidement compléter, merci Marie-Emmanuelle. Sur le lin et le chanvre, qui sont effectivement des matières qui montent beaucoup. On en entend beaucoup parler ces dernières années, ces derniers mois. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut aussi avoir une notion cycle de vie et pas seulement s'intéresser à l'impact que du chanvre ou que du lin, mais de venir regarder l'impact sur tout le cycle de vie du produit, donc effectivement de la matière, mais aussi sur la production, sur la phase d'usage et la fin de vie. Et donc là, comme le disait très justement Marie-Emmanuelle, c'est l'outil ACV qui peut nous permettre de venir calculer ça. Parfait. Bon, il est 10h20. On a à cœur de tenir nos timings. Merci beaucoup. Et puis, encore une fois, merci pour ce témoignage riche et très concret. Et puis pour cette réponse. Donc, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Il y aura d'autres, donc on va y venir, mais il y aura d'autres webinaires. Il y en a certaines, notamment autour du business model, qui fera probablement l'occasion d'un prochain webinaire. Enfin voilà, on peut
malheureusement pas répondre à toutes vos questions là dans l'immédiat. Mais merci à tous aussi pour votre participation et votre vivacité. On se sent moins seul toutes les quatre derrière l'écran. On sent bien que vous êtes effectivement 146 participants. Voilà, mais voilà, mais merci pour tout ça. Je vais laisser la parole à Adèle, donc juste pour que vous ayez une idée de ce qui va se passer. Adèle va nous présenter rapidement la plateforme EcoDesign, puisque c'est vraiment dans le cadre de cette plateforme qu'on organise ces ateliers, ces rendez-vous de l'éco-conception. Et je vais vous demander de rester avec nous pour la petite conclusion. On a des questions à vous poser, donc restez avec nous encore une petite dizaine de minutes. Adèle, je te laisse la parole. Merci beaucoup Clotilde. Donc, merci beaucoup aussi Marie-Emmanuelle pour votre témoignage qui a suscité plein de questions, on l'a vu, donc un grand merci. Merci à l'équipe Doré d'avoir organisé cet atelier avec nous. Donc, vous l'avez compris, on est là pour parler d'éco-conception et nous, Refashion, en tant qu'éco-organisme de la filière textile, on a un rôle à jouer là-dedans. Marie-Emmanuelle vous a beaucoup parlé de formation au début de son intervention et nous, on a vraiment à cœur de vous aider dans cette démarche. Donc, on a créé une plateforme qui s'appelle EcoDesign, qui est un outil, un site internet en open source et gratuit. Donc, vous pouvez tous aller vous créer un compte si ce n'est pas encore fait ou vous y connecter pour approfondir votre démarche de formation, pour aller dans des démarches d'éco-conception. Donc, c'est un site internet qu'on a voulu avec une approche très visuelle parce qu'on s'adresse à vous qui venez du secteur de la mode et du textile et auquel vous êtes tout à fait sensible. Donc, plutôt que d'y passer trop de temps, je vais vous montrer la vidéo de présentation de cet outil. Et je vais vous partager mon écran si vous me laissez une petite seconde. C'est bon. Voilà, merci beaucoup pour ce petit visionnage. Vous l'avez compris, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous renseigner sur tous les contenus qu'on peut vous partager. Merci beaucoup. Merci Adèle. Donc juste pour compléter, et j'espère que c'est ce que vous aurez compris, cette plateforme, elle a été conçue pour vous,
pour vous aider. On ne reviendra pas là maintenant sur toute la démarche, mais beaucoup de parties prenantes ont été impliquées pour l'élaboration de cette plateforme qui se veut la plus opérationnelle possible. Si vous n'y êtes pas encore allé, vraiment, on vous invite à le faire. Et surtout à l'utiliser et à y revenir. C'est vraiment notre objectif là dans le cadre de ces ateliers. Avant de vous laisser, on vous a mis dans le chat le lien vers un questionnaire de satisfaction. C'est essentiel pour nous d'avoir vos retours. C'est 3 petites questions, vraiment, c'est très rapide. Mais toute cette animation qu'on est en train de concevoir et qu'on va continuer de concevoir, elle est pour vous aider à développer des projets, à faire émerger des projets d'éco-conception. Et donc, pour savoir si ça répond à vos besoins, on a besoin de votre retour. Il me reste simplement à vous donner la prochaine date. Donc, il y a des ateliers d'accompagnement que vous verrez passer, mais comme les places sont très limitées, on vous invite à vous y inscrire le plus rapidement possible dès que vous voyez la parution. Ce que je peux déjà vous partager, c'est que le prochain atelier de sensibilisation aura lieu le 18 mars, pareil, de 9h30 à 10h30. Donc, vous pouvez déjà inscrire cette date dans votre agenda. Et il me reste simplement à remercier de nouveau vous tous pour votre présence et à nouveau votre dynamisme et vos questions. Marie-Emmanuelle, bien entendu, pour votre témoignage et Refashion pour l'organisation de ce webinaire qui, pour nous, est toujours très enthousiasmant. Bonne journée à tous et toutes. On va mettre fin à ce webinaire et on vous donne rendez-vous au plus tard le 18 mars pour un prochain atelier. Merci à tous, très bonne journée. Merci, bonne journée.